L'armée intensifie enfin ses recherches sur l'affaire Dilawar et accuse les soldats de maltraitance, mutilation et homicide. Vous connaissez l'armée, vous savez qu'il leur faut des responsables. Certaines choses peuvent être dissimulées, mais là il y avait un mort, même deux. C'est logique, ils allaient accuser quelqu'un. C'était comme si l'armée, après le tort causé par Abu Ghraib, voulait donner l'impression qu'elle surveillait ses soldats. Elle a donc dit « Cet incident s'est passé il y a 2 ans, mais on peut encore les traîner en justice ». J'avais quitté l'armée depuis 2 ans, et un jour j'ai appris que je serais jugé en cour martiale. Je n'en revenais pas. De mon point de vue, celui de la défense, c'était un procès spectacle. Willy Brandt est un bon soldat. Les bons soldats obéissent aux ordres. Ils font ce qu'on leur a appris à faire. La plupart des interrogateurs ne connaissaient pas les règles. C'était la première fois qu'ils menaient un interrogatoire. Pendant ma formation d'interrogateur, on m'a principalement appris quelques approches. Comment faire parler les gens. Puis on nous a dit d'aller observer les interrogateurs que l'on devait remplacer pendant 5 ou 6 heures avant de nous lancer. Damien a été choisi parce qu'il est grand, impressionnant et qu'il a une grosse voix. C'était ça ses qualifications. Les soldats meurent. Obtenez les informations. C'est tout ce qu'on nous demandait. D'après les soldats, les prisonniers comme Dilawar étaient agressés dès leur arrivée à Bagram. Ils mettaient la musique à fond, les chiens aboyaient. Pour qu'ils se sentent menacés, on envoyait les interrogateurs les plus effrayants, comme Corsetti. On appliquait la technique qu'on appelle choc de la capture. Quand la personne vient d'être capturée, c'est là qu'elle peut te donner le plus d'informations, parce qu'elle se sent perdue. Le but n'était pas de désorienter les prisonniers, mais réellement de les terroriser. Il faut vous terroriser pour que vous vendiez la mèche. Ça passait par des hurlements, des insultes, des chiens qui aboient tout autour, des flashs dans les yeux. Il fallait prendre en compte le facteur culturel. Les chiens leur font plus peur qu'à nous. Un peu comme quand une femme leur donne des ordres. C'est culturel. Donc là-bas, un chien, c'était très efficace. On était enchaînés nus pour procéder à ce qu'ils appellent la fouille à corps, la fouille des orifices. Ils nous interrogeaient nus, on tremblait. Après leur avoir lu les règles, on les conduisait dans leur cellule où ils étaient privés de sommeil 24 heures. C'était comme ça pour tous les détenus. Ensuite, les renseignements militaires nous disaient s'ils pouvaient aller dans les zones communes, s'ils devaient rester en isolement, si on pouvait les laisser dormir, et si oui, quand. Afin d'affaiblir les défenses des détenus, les interrogateurs ordonnent à la police militaire de trouver une solution pour les maintenir éveillés. Je restais dans la cellule, silencieux. Je me disais, peut-être qu'il en sait un peu plus. Je vais l'empêcher de dormir encore un peu. Dans cette position, on ne peut pas dormir parce que dès qu'on relâche ses muscles, toute la pression va sur les poignets et les bras à cause des menottes. La police militaire nous aidait seulement à fixer un calendrier du sommeil. Le temps de sommeil était compté. Un sommeil régulier, ininterrompu, 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. On suivait ce qu'ils nous proposaient. Il y avait aussi un tableau accroché au mur. Par exemple, s'il y avait une flèche pointant vers le haut, avec un chiffre 1 à côté, ça signifiait que le détenu devait rester debout pendant 1 heure. Un chiffre 2 à côté d'une flèche vers le bas, il pouvait s'asseoir pendant 2 heures. Les prisonniers étaient enfermés dans ces tubes de barbelés au sous-sol. Leur numéro était griffonné à l'entrée du sas, le petit passage par lequel ils passaient pour être transférés en cellule d'isolement à l'étage au-dessus. Dans ces sas, les détenus étaient enchaînés, les mains au-dessus de la tête. Je voyais souvent son numéro, le 421, parce qu'il me tournait le dos dans le sas. Les numéros étaient inscrits sur le dos des détenus, au marqueur noir. On en avait tous un, sur la poitrine aussi. Tu avais quel numéro?
À Bagram, j'avais le 180. Après, j'ai eu le 558. Je suis sûr que n'importe quel officier de haut rang a vu les détenus enchaînés pendant leur inspection. Quand on inspecte, on est censé tout voir, et ils sont curieux, comme tout le monde. Il y avait un constant va-et-vient d'officiers dans le bâtiment. On plaisantait en disant que c'était le plus grand spectacle du monde. Tout le monde voulait voir les terroristes. Le bureau de M. Rumsfeld nous appelait régulièrement. Les plus hauts dirigeants voulaient tous les jours avoir des nouvelles de certains prisonniers. Ils étaient au courant. Ils les avaient vus enchaîner, une cagoule sur la tête, et nous disaient « Continuez, vous faites du bon boulot ». Lorsque la Croix-Rouge inspecte Bagram, la charte de privation du sommeil a été effacée et les prisonniers détachés. La procédure militaire traditionnelle n'autorisait pas l'enchaînement des détenus à un objet fixe, et encore moins les mains attachées au-dessus de la tête. Au début, les détenus étaient menottés dans le sas des cellules en guise de punition, mais pour une durée très limitée, 15 minutes, une demi-heure peut-être. Mais ça a vite changé. Quand on entrait dans les cellules, on voyait de grandes menottes pendre du plafond grillagé, prêtes à l'emploi. La légiste militaire qui examine Dilawar lui découvre de graves lésions tissulaires aux jambes. Elle affirme par la suite que ses jambes ont été réduites en bouillie. Qu'est-ce qui a pu causer de telles lésions? Dans une vidéo utilisée dans l'enquête sur l'homicide, le colonel David Hayden, l'avocat militaire général des forces américaines en Afghanistan, fait état d'une politique d'enchaînement et de maltraitance des détenus. Je n'ai pas entendu un dirigeant dire « frappez dans les jambes s'ils font ça ou ça ». Les dirigeants ont dit que pour les maîtriser, c'était une option à laquelle on pouvait recourir. On leur donnait un coup de genou sur le côté, au milieu de la cuisse. Il y a un point de pression à cet endroit qui permet de les maîtriser facilement. Pendant toute la durée de l'enquête, et même lors des procès, de nombreux gardes et interrogateurs ont décrit Dilawar comme étant un détenu très résistant avec un fort caractère. Cette description n'a jamais coïncidé avec les autres informations qu'on avait sur lui. Il pesait 55 kilos quand il est décédé. Les passagers que Dilawar avait pris en taxi nous ont raconté par la suite qu'il était terrifié à Bagram. Il l'entendait à travers les murs de la cellule d'isolement appeler son père et sa mère en hurlant. Il était très mal. Je l'entendais murmurer, parfois prier ou demander de l'aide. Enfin, je suppose, parce que je ne comprenais pas sa langue. De nombreux témoins se souviennent de la nuit précédant la mort de Dilawar. Cette nuit-là, il a reçu une dizaine de coups dans les jambes. Certains soldats ont avoué lui avoir donné des coups de genoux pour le faire taire parce qu'il hurlait. Les lésions étaient dues à des coups répétés. Tout ça aurait pu être évité si on avait eu plus de renseignements sur les gens avant de les battre et d'utiliser cette technique. Quand ils sont venus le chercher pour l'emmener dans la cellule d'isolement, son corps était déjà réduit en bouillie. Ils ont commencé à le frapper, notamment parce qu'ils pensaient qu'il simulait. Il était dans le sas, une cagoule sur la tête. Ses mains étaient nouées au-dessus de sa tête, et il gémissait. Il a commencé à se débattre. Le sas avait une porte à l'avant et à l'arrière, mais des deux côtés, il y avait des barbelés. Aucun officier ne voulait tomber dans les barbelés. Alors on l'a sorti du sas, mis par terre, et on l'a immobilisé. Vous aviez recours à quoi pour le maîtriser? À la force physique.
On l'a frappé.